Ça continue au Sénat. Présent. Laurier Frem. Silence. Kayati Christian. Présent. Félicien Bruno. Présent. Petro-Bétoni Manuela. Présent. Bozon Lucien. C'est moi, bonjour. Maxime Badassé Liliane. Présent. Mounet Rodrigue. Présent. Murat Gatis. Présent. Saint-Cyr Jean-Louis. Présent. Jennifer Annie. Présent. Paul Yvon. Fonsilgan. Présent. Foncillol Saturnin. Saturnin, Oui, il est là, il est là. Belfort Jacqueline. Citadelle Christian. Dagonia Sylvie. Promeneur Richard. Negada Salon Patricia. Ratier Martin. Lydia Clara. Présent. Maricel Arthur. Yatibel Zachary. Maricel Didier. Marcellus Ludivine. Arna Samonsundi. Présent. Abella Annick. Rosamond Francia. Ajas Patrick. Rémi Boudot. Gracchus Benjamin. Bématol Edwige. Ramassani Nicole. Nous avons 24 présents. 9 absents et le représenté. Merci beaucoup, chers collègues. Donc, 24 présents, le quorum étant fixé à 17, donc le quorum étant atteint convenablement délibéré. Chers collègues, avant de la séance, je vous propose une modification de l'ordre du jour. Premièrement, je propose que nous puissions ajouter en bordereau le 1.4 et 1.5. 1.4 sur la mise à jour du plan d'adressage communal. Et 1.5, une affaire sportive, une subvention exceptionnelle attribuée à l'association MGRIS pour l'organisation de la deuxième édition du championnat international de motocross sur le terrain de Merlan. Première question est tout d'abord pour ajouter ces points à l'ordre du jour. Il est contre, il s'abstient, donc adopté pour l'ajout. Deuxième modification que je vous propose, c'est avant d'entrer dans le budget, pour libérer notre invité qui fait l'honneur d'être parmi nous. Et en fait, nous allons présenter le plan d'urbanisme, le plan d'adressage dans le cadre de l'urbanisme. Et Tania qui est avec nous. Voilà, je pense que la discussion sur le budget, ce soir, tu as autre chose à faire. Même si ça m'intéresse en tant que mais si tu veux, après, tu pourras rester. peut-être pas forcément. En temps de lecture. Donc, je vous propose de mettre ce point-là en premier. Qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. Donc, l'ordre du jour, c'est en point 1, donc la mise à jour du plan d'adressage. C'est bon. La présentation est faite par Mamila Mitouni. Mamila, tu as la parole. Merci, Président. Conformément à la loi 2022-217 du 21 février 2022, dite loi 3DS, différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification de l'action publique locale, la mise en œuvre de l'adressage relève de la responsabilité du conseil municipal de la commune, compétent pour dénommer les voies et lieux-dits. Article L. 2121-20 du Code général des collectivités territoriales. Un adressage complet suppose plusieurs étapes. Une démarche politique, délibération et arrêté, et une communication sur le terrain. Ce terrain doit aboutir à la création d'une base adresse locale BAL
conforme au format national et à sa transmission de l'administration centrale, en l'intégrant à la base d'adresse nationale, le BAN. Depuis la loi 3DS, toutes les communes sont désormais tenues de procéder à un adressage complet de leur territoire. Ce n'est plus une simple recommandation, même pour les communes de moins de 2000 habitants, mais une obligation légale. L'adressage consiste à dénommer chaque voie accueillant une ou plusieurs adresses, numéroter chaque bâtiment de la commune, habitation, commerce, entreprise, bâtiments publics, ainsi que les constructions isolées ou dispersées. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser la mise à jour du plan d'adressage sur tout le territoire de la commune de La Montagne. Le maire vous demande de délibérer. Très bien. Donc, avant de délibérer, je passerai la parole à notre invité qui va se présenter, qui va dire ses fonctions à la poste et qui va nous dire pourquoi on a mis hors de haut aujourd'hui ce point, parce qu'il y a une urgence. Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je promets. Sinon, tu seras obligé de venir. Ah, tu fais. Mais ça va pour C'est pour le. Ça marche pas? Non, les micros, non. les micros ne fonctionnent. Elle disait que ma voix portait bien. Est-ce qu'on m'entend? Même celui qui a côté là, ne fonctionne pas? Non. Vous m'entendez bien ou pas? Vous m'entendez? Oui. Miguel. Bonsoir, je suis Tania Lapidou, je suis responsable client secteur public au sein de la direction des ventes Antilles-Guyane et j'accompagne toutes les collectivités de plus de 10 000 habitants sur des sujets à fort enjeu, notamment l'adressage. Aujourd'hui, je tenais à remercier M. le maire et ses équipes car l'adressage de La Montagne est un enjeu majeur et un axe prioritaire pour la ville. Pourquoi? Parce que l'adresse, c'est de la valeur. Et c'est un droit pour chaque habitant d'avoir une adresse complète. Une adresse complète est une adresse précise comportant un numéro et un nombre de voies. Mais pas que. L'adresse, aujourd'hui, une bonne adresse avec un numéro, une adresse géolocalisable permet de sauver des vies, faciliter l'accès des secours, optimiser la livraison des différents opérateurs, quels que soient les opérateurs ou les entreprises sur le Lamentin ou encore sur tous les territoires afin d'émettre moins de gaz de CO2, mais aussi permettre de connaître son territoire, permettre de faciliter, permettre de connaître nos seniors, les personnes fragiles et maintenir ces seniors à domicile en facilitant l'aide à la personne et aussi pouvoir les géolocaliser et mettre en place des alertes pour pouvoir réagir, période cyclonique par exemple, ou en état de crise. Mais pas que. L'adresse, une bonne adresse, permet un bon déploiement de la fibre optique et permet aussi de faire connaître son territoire, permet de faire connaître son territoire à l'extérieur, sur tout le département, et faire venir du tourisme et créer de la valeur ajoutée. Mais une bonne adresse, c'est aussi pour la commune améliorer la qualité de la liste électorale, diminuer les plis non distribuables. C'est aussi faciliter le recensement de la population. Mais aussi, je ne l'ai pas précisé ici, mais c'est récolter aussi des recettes, une bonne adresse. L'État a voulu aider les collectivités en recentrant l'adresse. Pourquoi l'adresse est un bien public, comme l'a dit Mme Métoni, qui appartient à la commune? Comment l'État a créé un outil qui s'appelle Mes adresses, accessible à tous, en tant qu'administré, en tant que citoyen, en open data, qui permet à chaque collectivité, de par sa taille, de créer sa base d'adresse locale. Cette base d'adresse locale, à jour, permet d'irriguer la base d'adresse nationale. Comment? Le conseil municipal
vous avez le pouvoir de procéder à la dénomination de l'ensemble des voies et des voies privées ouvertes à la circulation. Et en 2023, avec la loi 3DS, l'État va encore plus loin et dit on abroge l'obligation de transmettre au cadastre et aux impôts la liste des voies à jour. De ce fait, les impôts, les gros émetteurs, le S10, ils vont chercher l'information dans la base adresse nationale qui a été irriguée par la base adresse locale qui appartient à la commune de la Montagne. D'où la priorité de M. le maire aujourd'hui. Comme je l'ai dit, toutes les voies ouvertes à la circulation, même dites départementales ou nationales, doivent être dénommées par la collectivité. Et aujourd'hui, les maires sont montés au créneau et disant qu'on peut aujourd'hui dénommer nos voies en créole. Je l'ai dit, une adresse, elle doit être unique, non ambiguë et géolocalisable. Pour numéroter les bâtis, il existe deux méthodes. La méthode dite classique, en général utilisée dans les centres-bourgs, et la méthode dite métrique. Pour les zones rurales, et qui facilite et permet d'anticiper les usages à venir ou les demandes de permis de construire. Le constat sur le terrain sur la Montagne, on a constaté qu'il y a une absence de numérotation, une absence de voies dénommées. Et aussi des bâtiments, des lieux qui reçoivent du public, qui ont une vocation à être raccordés à la fibre optique, qui ont une vocation à être raccordés postalement, qui ne sont pas dénommés. Pour réussir ce projet d'adressage, la collectivité de la Montagne et ses équipes a mis en place un vaste chantier qui implique le recensement de l'ensemble des voies non dénommées. Et pour cela, dès le départ, pour pouvoir embarquer tout le monde sur ce grand projet, on va embarquer les citoyens. Comment? Vous avez décidé entre vous, mais ça peut être avec les écoles. Tel administré dire que mon enfant a choisi telle rue et se l'approprier par des réunions de quartier. Ensuite, il va falloir numéroter l'ensemble des bâtis et mettre à jour la base adresse locale qui va permettre de repositionner dans les parcelles cadastrales chaque point adresse. Sur une même parcelle, qu'est-ce qu'on constate? Il peut y avoir 3 bâtiments sur une même parcelle, avec ou pas de numéro. En numérotant chaque parcelle, chaque bâtiment et certifiant ses points adresses, ces éléments vont irriguer la base adresse nationale et transmettre et les impôts, la DRF, les grands émetteurs, la caisse, la sécurité sociale, la CAF, qui vont chercher l'information. Ensuite, on va passer à la partie pratique et visuelle, où on va commander ou pas la signalétique et poser la signalétique, et ensuite informer l'ensemble des administrés de leur nouvelle adresse. Et cela nécessite aussi un vrai travail en interne, parce qu'il va falloir communiquer entre les services, le service électoral et le service urbanisme, et aussi le service RH, pour pouvoir mettre la totalité des fichiers à jour. Et je vous remercie de votre écoute ce soir. Merci Tania, merci Madame Lapillus. Donc tu restes encore avec nous pour le débat. Et après, bon, si tu veux, on pourra rester le conseil municipal et public. Voilà. Donc vous avez vu la présentation technique. L'enjeu pour nous, c'est d'être dans le timing. Pourquoi je vous dis cela? Parce que Tania, tu ne l'as pas dit, mais je vais l'ajouter, c'est qu'aujourd'hui, pour les administrés aujourd'hui qui veulent récupérer un plan cadastral à jour, ils ne peuvent plus. Tant que la commune n'a pas mis à jour son plan d'administration. Et en tout cas, ça
c'est pas quelque chose qui concerne que la montagne, c'est L'ensemble des communes. voilà, c'est l'ensemble Des communes du département. Voilà, donc il faut que nous soyons à jour. À la montagne, ce serait dommage que ce travail de recensement soit déjà fait, que tout soit déjà marché et qu'on reste là fouillé sur le truc et qu'on n'avance pas. Deuxième chose importante, troisième chose importante, je ne sais plus. Ce qui nous freinait, c'est que derrière, il faut faire la numérotation et que ça a un coût. Mais aujourd'hui, il y a un dispositif avec un accompagnement de l'État pour financer la numérotation. Complètement. Voilà, et c'était ça qui était pour nous quand même un frein, puisque, il faut dire, une fois que tu as dénommé, après il faut numéroter, et là, contrairement à ce qu'on croit, ça a quand même un petit coût. Donc, mais là, il va falloir, je reprends le DAF, il va falloir aller chercher ce financement-là parce qu'il s'est financé à 100%. Complètement. Donc, on ira dessus, un gros point, il n'y a pas de souci. Et le troisième aspect ou le quatrième aspect, qui est l'aspect qu'on avait déjà discuté entre nous élus, nous allons faire des propositions. Mais nous allons nous organiser pour que ça soit le choix à chaque fois qu'on va le faire de la population qui vont se sentir concernés. Ceux qui utilisent la Grèce. Parce que c'est pas juste ça pour dire vous là qui allez utiliser la Grèce. Vous donnez la Grèce à une rue. Ce sont les gens qui habitent dans la rue qui vont utiliser la Grèce. Donc il faut mieux que ça soit eux, dans un dispositif qu'on met en place, qui, bien sûr, sur proposition, mais qui choisissent effectivement ou. Moi, je n'ai pas ça du tout. Nous, on peut très bien arriver dans un quartier avec des propositions et que les gens nous disent nous, on ne fait pas ça, non, tellement. Ça ne repose pas vous là, à partir du moment où, après un criminel, à ceci, à cela, et que ça crée la cohésion dans le quartier, il n'y a pas de souci. Donc, tout ça pour vous dire que ma démarche, ce n'est pas une démarche de centralisation par rapport à cela, ce n'est pas une démarche non plus électoraliste, c'est une démarche de cohésion. De cohésion où la population va participer et va choisir. Voilà. Il y a une démarche mémorielle aussi, c'est pour ça que nous allons faire des propositions. Donc la démarche mémorielle consiste bien sûr pour nous à faire des propositions pour faire plus la mémoire de la montagne. Donc c'est pour ça que le dispositif qui va se créer est très formalisé. Tania, si je me trompe, tu vas me dire. Il faut d'abord, dans un premier temps, après qu'on ait délivré aujourd'hui, qui est le premier point, on crée une commission d'adressage. Complètement. Voilà, on crée une commission d'adressage. Donc je souhaite que dans cette commission d'adressage, il y ait un certain nombre d'élus, des élus qui peuvent travailler sur la mémoire. Je souhaite qu'il y ait aussi une représentation de la commune de la Montagne à travers les quartiers, à travers des personnalités qui connaissent les quartiers. Je souhaite aussi qu'il y ait un historien qui connaît la Montagne, qui participe à cette commission. Voilà. Donc, dans la composition, est-ce que... voilà. Vous allez faire des propositions, si vous voulez, pour la composition. On n'est pas là pour ça ce soir. Hein. Ce soir, on donne le top départ. Il faut délibérer pour donner le top départ. Mais on ne va pas tarder, prochain conseil municipal certainement, on sera sur la constitution de la commission. D'accord? Donc mais il faut d'abord délibérer aujourd'hui pour autoriser la création de la commission, donner le gros, comme on dit en anglais. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, alors le vote en fait c'est autoriser le maire à lancer le dispositif. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, il faut délibérer, on a oublié aussi de le dire, c'est que la loi a changé, qui est la loi Paliès, tu l'as dit, et que l'ancienne délibération que nous avons prise est caduque. Oui, complètement. Donc on avait déjà pris une délibération, mais caduque parce que maintenant il faut une nouvelle délibération avec la nouvelle loi qui est la loi 3DS qui vient de sortir. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, passe au vote qui est contre, qui s'abstient. Donc adopté à l'unanimité, le go est donné. Merci beaucoup. C'est moi. Donc tu pourras dire à Arlette que le go est donné. Arlette qui pilote ça depuis l'ensemble des territoires au Guadeloupe, Martinique et Guyane, et qui était très inquiète.
pour la matin parce qu'elle ne voulait pas qu'un ancien collègue soit en retard. Elle voulait que son collègue donne au moins l'exemple. En tout cas, je vous remercie de m'avoir accueilli ce soir. Et c'est avec plaisir, s'il faut revenir, que je serai présent. Ben oui, on aura encore besoin de vous. Non, la commission aura besoin de vous parce qu'il faut savoir que c'est très. Tu parles déjà non, il faut savoir après. C'est très technique, il y a des erreurs à ne pas faire. On aura besoin de votre expertise parce qu'après. Oui, mais monsieur me l'avait déjà fait comprendre. Oui, mais on aura besoin de votre expertise puisque la nouvelle loi 3DS a resserré un peu les contraintes. Il y a beaucoup de contraintes, on ne peut pas donner des nombres abstraits, il y a beaucoup de contraintes, donc voilà. Parfait. Je vous remercie et bon conseil. Merci beaucoup. Bonne soirée. Alors tu ne laisses pas, mais je te dis déjà que le budget en fonctionnement est excédentaire. Donc, et que ce verset, voilà. C'est un amortissement de caisse, l'argent de l'amortissement est utilisé. Merci, chers collègues. On va passer au point suivant, qui est le point numéro 1, fixation des taux de la fiscalité locale pour 2025. Avant de passer la parole à notre collègue Ludivine Marcellus pour la présentation, il y a une correction à faire parce qu'il y a une erreur matérielle sur le tableau récapitulatif des taux qu'on vous a remis. Dans la première colonne, le troisième taux, le taux de la taxe d'habitation, qui est à 15,16%, a été reporté à 16,16%. Donc c'est une erreur matérielle d'écriture. Donc, vous voyez très bien, c'est 15,16 au départ, c'est 15,16 à l'arrivée ici. En chemin, il ne peut pas changer. Donc, le taux, c'est 15,16. Donc, quand tu feras la lecture, chers collègues, Ludivine, c'est le premier taux qui est donné 15,16 pour reprendre. D'accord? Parce que les taux n'ont pas changé. Je te laisse la parole. Merci, Monsieur le Président. Comme chaque année, l'Assemblée délibérante est appelée à voter le taux de ces trois taxes selon le tableau récapitulatif des produits attendus pour 2025. Il est proposé que les taux adoptés soient identiques à ceux du budget 2024. Tableau récapitulatif des taux à voter. Pour le taux constant communaux 2025, pour la taxe foncière en bâti, taux constant communaux 2025, 44,10%. Taux départemental 2025, 25,27%. Taux voté en 2025, 69,37%. Pour la taxe foncière non bâtie, taux constant communaux 2025, 65,64%. Taux voté 2025, 65,64%. Taxe d'habitation, taux constant communaux 2025, 15,16%. Et taux voté 2025, 15,16%. Les produits attendus pour l'exercice 2025 s'élèvent à 9 489 936 €, soit une évolution de 3,75%. Le maire vous demande d'en délibérer. Merci beaucoup. Bon, c'est un exercice auquel je me prête chaque année, qui est un exercice pédagogique. Les taux n'ont pas bougé. Donc la commune a la responsabilité de la fixation des taux. Depuis 2008, les taux à la matin n'ont jamais bougé. Ce sont toujours les mêmes taux. Par contre, le contribuable peut voir effectivement que sa contribution à l'impôt augmente, alors que la commune n'a pas augmenté les taux. Et tout simplement parce que la valeur locative de son bien
a changé. La valeur locative de son bien, c'est le marché qui le détermine, c'est-à-dire ce que son bien vaut sur le marché, et ça c'est déterminé par l'État. Donc la commune n'a rien à voir avec ça. Ta maison valait 400 000 euros. Aujourd'hui, ta maison a pris de la valeur, elle vaut 500 000 euros, 450 000 euros. Donc ta maison a une valeur locative qui est multipliée par le taux et ton impôt va augmenter parce que ta maison a pris de la valeur. Voilà. Ou encore ton terrain, si ce n'est pas ta maison, c'est ton terrain a pris de la valeur, donc ton impôt va augmenter parce que ton terrain a pris de la valeur. Et ça, la commune n'a rien à voir avec cela. La commune ne fixe que les taux, le reste c'est le marché qui le détermine. Et ça, c'est les services de l'État qui le déterminent, et ce n'est pas la commune. Donc voilà, je fais cette présentation et cette explication pédagogique chaque année et c'est normal parce que les contribuables ne comprennent pas pourquoi le taux communal n'a pas changé, mais ils payent des fois 100 euros, 200 euros, 300 euros d'impôts en plus. Voilà. Y a-t-il des questions pour les gens? Oui, Nicole. Nicole Ramassa, monsieur, pour les gens. Mais il y a des micros qui marchent, des micros qui ne marchent pas. On va voir. Bon, j'ai une petite voix, j'espère m'en Mais moi, je vais t'entendre. Et après ça, t'entends. D'accord. Alors, j'ai bien entendu que les taux sont fixés par la commune, par la municipalité. J'ai bien entendu, et je crois que tout le monde a entendu, que la commune de La Montagne a une santé budgétaire et financière en bonne santé. Pourquoi ne pas passer en baisse et rester sur le taux, sur le même taux? Si c'est la municipalité qui décide, la commune qui décide, pourquoi ne pas revoir à la baisse, puisque ce serait bien, puisqu'ils ont déjà tellement subi les Lamentinois, surtout les contribuables, ce sont les propriétaires, justement. Monsieur le Président, tu viens de le dire, que ça peut augmenter par rapport à la valeur de leurs biens. Justement, pourquoi ne pas revoir, puisque la commune se porte très bien, monsieur le préfet l'a dit, la santé financière est très bien, pourquoi ne pas revoir un petit peu à la baisse? Surtout qu'il y a quelques années, une délibération a été prise pour donner autorisation aux impôts d'aller sur le compte des contribuables. Ça a rendu mal à l'aise certains Lamentinois. Ce serait bien aujourd'hui, ayant une santé financière très bien, de revoir à la baisse. Tu as fini? Oui. Ben, chers collègues, c'est une proposition qui est intéressante. Et c'est une proposition que nous pourrions certainement peut-être examiner dans les années à venir. Mais aujourd'hui, il y a un tel besoin d'aménagement de la commune de La Montagne que si on diminue la recette fiscale, parce qu'il faut savoir que l'impact du taux, si on baisse l'impact du taux, on va perdre en recette fiscale. Si on diminue la recette fiscale à La Montagne, on ne pourra pas tenir le rythme d'investissement pour le bien de La Montagne. La commune de La Montagne, aujourd'hui, quand vous regardez bien, est une commune qui est en train de se refaire quasiment à neuf. Et pour ça, c'est pour le bien de La Montagne. Il y a des routes à faire. Là, à Bellevue-Larage, on vient de faire 1,6 km de route. Si on ajoute ce qu'on fait à Blachon, on fait à peu près 1 km de route, ça nous fait déjà 2,6 km de route. Ce qu'on fait à Ravinawel, on va faire à Boisbert, grosso modo, on fait près de 3 à 4 km de route cette année. Bon, on fait plus de 200 000 euros de travaux, on a prévu cette année sur les écoles. Donc on a un plan d'investissement à La Montagne qui est un plan d'investissement pour le bien de la commune qui est aujourd'hui fort. Je pense que la commune de La Montagne a tellement de retard sur ses équipements, notamment sur la voirie. Il faut dire les choses, hein. Quand on a refait la route de Géomiac, ce n'était pas une route qui avait à Géomiac. Je ne sais pas comment on a regardé ça. Bon, quand on a refait à Mounier, etc. On a tellement investi sur les routes, tellement. Bon, l'école de Caillou, quand même, on essaie de récupérer effectivement encore un peu de participation financière de l'État ou ailleurs. Ça, il y a une dynamique d'investissement à La Montagne qui est forte, qui est importante. Et la bonne santé financière de La Montagne nous permet de pouvoir financer les investissements.
Et je pense que financer les investissements, c'est s'enrichir, avoir des routes en bon état, pouvoir demain construire des trottoirs pour sécuriser, continuer à améliorer l'éclairage public, demain conforter l'école de la Rosière, l'école de Québec, l'école de Blachon. Autant de projets qu'il y a, on a besoin de cette ressource financière pour pouvoir le faire. Mais vous avez raison, chers collègues, je pense qu'à un certain moment, en la montagne, ce sera vraiment, je veux dire, mis en bonne situation par rapport à son besoin d'investissement pour pouvoir penser à ça. C'est une proposition de retire. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y a pas de proposition, on met au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, moins une abstention. Le point suivant, qui est le vote du budget primitif 2025, présenté par notre collègue Jean-Luc Cécile. Merci Président, bonsoir à toutes et à tous. Après le débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu le 31 mars 2025, préalable obligatoire au vote du budget, le Conseil municipal doit se prononcer sur le vote du budget primitif 2025. Le budget principal 2025 sous l'ensemble des deux sections s'équilibre à 30 360 263 € et se décompose comme suit. En section de fonctionnement, en recettes et en dépenses, 26 817 285. En section d'investissement, 3 542 978 en recettes et en dépenses. Chapitre 70 en produits et services, 234 500 €. 73 impôts et taxes, 21 478 717. En dotation et subvention, 4 770 828. En produits et gestion, 333 240. Les charges à caractère général, 3 486 205. Les charges de personnel, 14 954 605. Les charges de gestion courantes, 6 712 790. Les autres dépenses, 301 587. L'autofinancement, amortissement plus virement entre sections, 1 362 098. Subvention d'investissement, 103 984. Dotation et fonds divers, 2 076 996. Dépenses d'équipement, 2 431 780. Emprunt et dette assimilée, 1 111 198. Autofinissement, amortissement plus virement entre sections, 1 362 098. Le tableau FRA permet de disposer d'une vue globale de la section de fonctionnement du budget de la ville, présentée par chapitre dans les pages 133 à 141 du budget. Donc vous avez le tableau qui se présente comme suit, en dépensant charge à caractère général 3 486 000, charge de personnel 14 954 506. Autres charges et gestion courante 6 712 790. En charge financière 201 587. En charge exceptionnelle 100 000. Virement à la section d'investissement 1 111 198. Opération d'ordre et de transfert 250 000, soit un total de dépenses de 26 817 285. En recettes, produits de services du domaine et ventes diverses, 234 500. Impôts et taxes, 11 988 779. Fiscalité locale, 9 488 938. Dotation et subventions, 4 770 828. Autres produits de gestion courante, 333 840, soit un total de recettes de 26 817 285 également. Les graphiques ci-dessous, vous avez des graphiques qui représentent et permettent de visualiser la répartition du budget de la ville par chapitre. Les dépenses de fonctionnement qui sont en page 136, les charges à caractère général, 3 486 205. Les charges à caractère général, chapitre 11, regroupent les achats courants et les charges quotidiennes de fonctionnement de la collectivité. Compte 60, fluide de fourniture,
compte 61-62, les services extérieurs, prestations de services, assurance, entretien et maintenance du patrimoine. Les charges de personnel, chapitre 12, 14 954 605. Comme beaucoup de collectivités, les charges de personnel constituent le premier poste de dépenses et représentent 58% du total des dépenses. Les autres charges de gestion courantes, 6 712 790, se décomposent en subvention au CECAS 450 000, subvention à la caisse des écoles 5 100 000, subvention de l'espace thermoludique de Ravine-Chaude 30 000, subvention à nos associations 320 000, dont 76 000 pour les crèches, subvention, le STIS 542 070, les dépenses liées aux élus, indemnités, formation, frais de mission 216 420, les bourses et prix du bachelier, PEL, etc. 47 500, redevances payées par le Ciné-Théâtre, diffusion de films et spectacles 6 300. Les charges financières, chapitre 66, 201 587, est composé en intérêts réglés à l'échéance 173 640, intérêts pour russes non échus 27 947. Les charges spécifiques 100 000 qui fluctuent d'un budget à l'autre. Ces dépenses concernent des titres annulés sur exercice antérieur pour les cessions de terrain, décès de l'acquéreur, changement de parcelle. Les opérations d'ordre 042 023, 1 362 098. Elles sont constituées des opérations de transfert entre sections pour 250 900 et du virement à la section d'investissement pour 1 111 198. Les recettes de fonctionnement qui sont en page 140. Les produits des services du domaine, ventes diverses, chapitre 70, 234 500. Ce chapitre enregistre les recettes liées aux produits des services à caractère de loisirs et sportifs, y compris les concessions de cimetières. Les impôts et les taxes, pour 21 478 717. C'est le principal poste de recettes de fonctionnement qui représente 80% du total des recettes, sans augmentation des taux. Les recettes de fiscalité reposent exclusivement sous la variation des bases calquées sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation, harmonisée, variation nominale, voire sous l'évolution des bases physiques, variation naturelle liée aux constructions, démolitions. Ce chapitre est composé majoritairement des impôts locaux pour 9 489 938, de l'octroi de 9 500 000, de l'attribution de compensation versée à la CNDT 722 431, de la taxe spéciale sur le carburant 1 075 000. Les dotations, subventions et participations, chapitre 74, 4 770 828. Le chapitre 74 regroupe notamment les dotations versées par l'État aux collectivités locales. Parmi ces dotations, les principales sont la dotation forfaitaire de 2 300 000, la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer 1 748 570. Les compensations de l'État au titre des impôts directs locaux sont estimées à 674 258. Les autres recettes. Le chapitre 75, autres produits de gestion courante, de 333 240, correspond aux différents revenus des loyers attendus par la collectivité et à la quote-part des agents pour les tickets restaurants. Concernant la section d'investissement, qu'on retrouve en page 21 à 28, est établie en équilibre pour 3 542 978 € et se décompose comme suit. En dépenses, immobilisation incorporelle 130 460, immobilisation corporelle, y compris les opérations d'équipement 2 301 320, les emprunts 1 111 198, ce qui donne un total en dépenses de 3 542 978. Pour les recettes, les subventions d'investissement 103 984, les dotations et fonds divers 2 076 896, virement de la section de fonctionnement 1 111 198, opération d'ordre et de transfert entre sections 250 900, donc un total en recettes comme en dépenses de 3 542 978. Les dépenses d'investissement qui sont en page 26 à 27. Les produits inscrits au BP 2025 nécessitent un abondement de crédit sont les suivants.
En électrification, 180 000. Pour les écoles, 200 000. Pour le matériel divers, 65 000. Pour les terrains de sport, 90 000. Pour les VRD, 349 920. Pour les frais d'études, 110 460. Pour l'informatique, 125 000. Le mobilier, 40 000. L'extension du cimetière, 250 000. Les bâtiments à l'étude, travaux d'urgence de l'église, 180 000. La base nautique de Blachon, 30 000. Les petites villes de demain, accessibilité des bâtiments publics, 75 000. Aménagement du site de Bois-Banane, 30 000. Réhabilitation du théâtre de Verdure, 26 400. Rénovation et sécurité de bâtiments, 380 000. Ravine chaude, 300 000. Donc, on a inscrit au budget les crédits nouveaux. Or, reste à réaliser pour 2 431 780. Les dépenses financières du chapitre 16. Ce chapitre comprend le remboursement en capital de la dette pour 1 111 198 €. Les recettes d'investissement, page 131. Elles se composent comme suit: les amendes de police pour 28 284 000, les subventions petites villes de demain pour 75 000, le FCTVA pour 1 413 655, la taxe d'aménagement 321 734, le FRDE 341 507, le virement de la section de fonctionnement 1 111 198 et les opérations d'offres pour 250 000. Donc, nous avons une balance générale du budget 2025 en fonctionnement. Dépenses à la section de fonctionnement 26 817 285. Recettes de la section de fonctionnement 26 817 285. Soit un total de la section de fonctionnement de 26 817 285 en dépenses et en recettes. Pour l'investissement, les crédits d'investissement votés au titre du présent budget en dépenses 3 542 978, en recettes 3 542 978, ce qui nous donne en section d'investissement pour les dépenses 3 542 000 et également en recettes 3 542 978. Et nous avons un total de budget en équilibre pour 30 360 263 en section de dépenses et 30 360 263 également en recettes. Donc le budget est équilibré. Le président nous demande d'en délibérer. Merci pour la présentation. Est-ce qu'on a toujours réalisé quelque chose? Bon. Bon. Monsieur Mirabel? Non, ça va. Ça va? Donc, juste pour quelques éléments, des indicateurs. Donc, ça a été dit par le collègue Cécilie. Les charges de personnel représentent 56% sur l'ensemble du budget. C'est un ratio qui est, à mon avis, bien, dans la mesure où nous rapprochons de la moyenne des communes de l'Hexagone. Et puisque dans l'Hexagone, c'est autour de 55%, en moyenne, baisse les charges de personnel. Et généralement, chez nous, en Guadeloupe, Martinique, Guyane, à cause de la prime de 40%, de cherté de la vie, etc., on a des difficultés à tenir ce ratio qui tourne autour des 55-56% et qui monte des fois à 60%, 70%, même pour certaines communes. Donc, je salue l'effort qui est fait par l'ensemble du personnel pour tenir ce ratio-là, particulièrement sur le DRH, d'accord, qui a ça comme objectif. Un pilotage, je pourrais dire, quotidien, régulier de la charge de personnel, tout en permettant au personnel de la montagne d'être bien traité. Puisqu'il ne s'agit pas de tenir ce ratio-là et de le faire au détriment de la qualité de travail et au détriment, bien sûr, de la carrière des agents. Donc aujourd'hui, le personnel de la montagne est reconnu pour sa valeur professionnelle. Nous avons un devoir de nommer tous ceux qui passent des concours et des examens.
Je pense qu'aujourd'hui, on a presque nommé tout le monde, il reste encore quelques-uns à nommer ou pas. Oui, mais ce sont des réussites récentes. Des réussites récentes. Donc, tous ceux qui passent des concours, des examens sont nommés. Les carrières sont à jour. La participation de la commune, bien sûr, quant à l'accompagnement sur le plan des œuvres sociales, nous sommes parmi les communes qui accompagnent mieux. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est aussi les organisations professionnelles qui le disent et les syndicats qui le disent. Donc, nous faisons un réel effort pour accompagner nos agents, en plus, bien sûr, des actions sociales que nous mettons en place à côté pour le bien-être au travail, tel que le sport au travail et bientôt le champ au travail, je pense qu'il y a un problème comme ça aussi, etc. Donc, un agent qui est bien dans son travail, c'est un agent qui va produire, qui va donner effectivement des résultats. Donc, je félicite le DRH, toute l'administration, le DGS et tous les autres pour ce travail qui est fait, et aussi les élus, parce que si les élus ne comprenaient pas cette orientation-là, les élus pourraient, trouver que les autres, venir voir le maire tout le temps, et dire ouais, il nous faut du personnel, c'est normal, c'est tout à fait logique, mais c'est normal. On sait que dans certains services, il faut renforcer, on sait, donc on est en train de le faire, on réfléchit à cela, mais sans pour autant mettre en péril cet équilibre. Ça ne veut pas dire que la commune de la Montagne n'embauche pas, la commune de la Montagne continue malgré tout à embaucher des fils et des filles de la Montagne en plus, qui correspondent à des profils dont nous avons besoin sur des postes que nous avons besoin. Nous avons, je regarde la liste avec fierté, nous avons recruté dernièrement un jeune avancement que nous avons formé nous-mêmes, qui est valeureux, et qui en plus est un très bon sportif à l'enseignement, et qui sera à disposition, bien sûr, des écoles de la Montagne, pour les activités que les parents élèves nous demandaient depuis longtemps, pour renforcer la qualité en périscolaire, etc. Donc, voilà, les jeunes avancements qui sont valeureux, qui apportent quelque chose à la commune. Nous, si on peut les embaucher, on les embauche, mais en maîtrisant notre masse salariale pour ne pas dépasser ce 55-56% aujourd'hui, qui en fait quand même une fierté. Voilà. Sur notre charge, qui est quand même importante, qui représente 13%, ce sont les charges à caractère général. Il y a un travail conséquent qui a été fait, et là je m'adresse particulièrement au personnel du service technique, mais à Clara Riga, qui a la délégation pour le service technique, parce que c'était, il faut le dire, ce poste était essentiellement consommé avant par le service technique, et qui nous coûtait excessivement, je le dis, cher, à la mesure où nous avons un modèle avant qui était un modèle coûteux. Ce poste-là est descendu d'1 million d'euros, si je ne me trompe pas DGS. C'est bien ça, ce poste-là est descendu d'1 million d'euros. Alors que la qualité de la prestation pour les administrés, c'est arrivé. Donc, Clara, grande félicitations pour le travail qui est fait avec les équipes du service technique et avec tout le personnel pour garder effectivement une qualité de prestation pour les administrés et qui nous coûte moins cher, qui nous coûte 1 million d'euros en moins. Le fauchage est fait, les rues sont nettoyées, les rues sont balayées, l'éclairage public s'est énormément amélioré, même si on a quelques points qui tombent de temps en temps, mais on les remet assez vite. Et tout cela avec 1 million d'euros en moins. Et ces 1 million d'euros en moins, eh bien c'est ces 1 million d'euros là qu'on retrouve en excédent et qu'on va verser pour l'investissement. Ça veut dire qu'on fait des économies en fonctionnement, on a fait près d'1 million d'euros d'économies en fonctionnement, et on le reverse en investissement pour faire des routes, pour faire des écoles, pour faire tout le reste. Voilà. Donc, la gestion de la commune de la Montagne est maîtrisée. On sait là où on va. On a une vision. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Nous sommes en train de travailler, toute l'équipe, aussi bien l'équipe des élus avec les administratifs, pour faire j'appelle ça notre petite révolution à la Montagne. On est en train de transformer complètement le modèle de gestion communale. Et je le disais à M. le préfet dernièrement, les communes qui ne vont pas prendre ce pas-là, les communes qui ne vont pas anticiper sur... Moi, ce n'est pas une réforme,
ça va au-delà d'une réforme. C'est une petite révolution qu'il faut faire dans l'économie. Dans quelques années, 5, 6, 10 ans, on aura énormément de difficultés. Vous entendez le budget de l'État. On peut toujours crier, on peut toujours parler fort, on peut toujours demander plus. Là où la situation de l'État fait qu'aujourd'hui, l'État ne pourra pas donner plus. Nos populations ont besoin davantage, nos populations ont besoin d'investissement, nos populations ont besoin que les communes soient propres, que les écoles soient entretenues, que les routes soient faites, que les transports soient faits. Si on n'invente pas un nouvel modèle pour nous financer, eh bien, on sera en difficulté. Et ce nouveau modèle, on est en train de le créer à la montagne, petit à petit. Et on va réussir, à mon avis, si on garde le cap. Mais il faut aller pas à pas, parce que quand on crée quelque chose, le projet vont bien fait dans ça. Le projet va y faire une fête, qu'à marcher, qu'à parler, non, ça va résister. Donc, on va faire des erreurs, certainement, parce qu'on est en train de chercher. Donc, quand tu cherches, on peut lui dire qu'à marcher. Il a tombé, il a relevé, jusqu'à ce qu'il n'y a pas de marché. Eh bien, nous, on va faire certainement faire des erreurs, parce que c'est après qu'on va créer un nouveau modèle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est dans la démarche, on est dans cette orientation qui consiste à créer un nouveau budget. On n'est pas le seul à le faire. Il ne faut pas croire que c'est la montagne qui invente quelque chose qui n'existe pas. Ce n'est pas vrai. L'expérience que moi j'ai en tant que président de l'association des maires, je rencontre beaucoup de maires dans l'Hexagone ou ailleurs. J'ai rencontré beaucoup de collègues qui sont dans la même démarche que nous. Donc, et même en Guadeloupe, il y a des communes qui sont dans la même démarche que nous. Je sais, c'est pas parce que c'est la commune jumelle, c'est pas parce que c'est notre associé sous Batichol, la commune de Cap-Esther, pour avoir discuté avec son maire, est dans la même réflexion que nous, la commune de Sainte-Rose est dans la même réflexion, la même dynamique que nous, c'est cette dynamique de rénover, de trouver un nouveau modèle de gestion des communes pour ne pas subir effectivement les baisses de dotation que ne faites pas d'illusion, on les aura. Même si, on m'a entendu hier à la radio dire le contraire, dire que l'État n'a pas diminué sur les communes, il ne faut pas toujours le dire, et je vais toujours continuer à le dire. Il ne faut pas se faire d'illusion, il faut voir les difficultés dans lesquelles se trouvent actuellement les finances de l'État. Donc, merci et on continue à travailler dans ce sens-là. Et je vous remercie tous pour cette état d'esprit. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions peut-être? Monsieur Varus. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais faire un commentaire. Il va y avoir dans ce commentaire quelques interrogations. Donc, voilà. Alors, l'an dernier, une proposition avait été soumise au sujet du vote de ce budget. C'est-à-dire que l'an dernier, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais proposé d'annexer à cette mouture, à la fameuse M57, un document avec des informations financières et les ratios qui sont présentes dans les premières pages, afin de voir en fait la différence, du moins de faire une comparaison entre les chiffres qui concernent la montagne, les chiffres, du moins la moyenne départementale et la moyenne nationale, afin de permettre à chacun, à tous les conseillers ici présents et même aux autres personnes qui seraient amenées à consulter ce document, à avoir une vision, du moins une vue d'ensemble. Malheureusement, ce document n'a pas été produit cette année, c'est un peu dommage. Alors, en prenant connaissance de ce référentiel budgétaire, il s'avère que quelques lignes soulignent des interrogations, que ce soit dans la section de fonctionnement et dans la section d'investissement. Par exemple, tout à l'heure là, vous parliez des charges à caractère général qui auraient diminué, sauf erreur de ma part, quand on regarde le document, à la page 15, on voit bien que les charges à caractère général, donc si on parle bien du 0,11, elles ont augmenté. Parce que quand on regarde ce qui avait été proposé l'an dernier et la proposition nouvelle, on voit quand même qu'il y a une augmentation et une diminution de 1 million. Pour la section d'investissement, le total des recettes générales passe de 4 200 059 € à 3 742 878. C'est donc une diminution.
Pour quelles raisons? Qu'est-ce qui explique cette diminution en termes de recettes? Il en est de même pour le total des recettes d'équipement, qui passe de 1 713 000 à, du moins en proposition nouvelle, à 103 984. En regardant les pages 27 et 28, on se rend compte que des données chiffrées apparaissent, notamment dans la colonne qui s'intitule pour mémoire réalisation cumulée au 1er janvier, donc N de cette année. On interroge, alors on se rend compte qu'il y a quelques opérations qui font l'objet de propositions nouvelles, mais il y a des opérations qui font l'objet d'aucun crédit, d'aucune proposition nouvelle. Il y a, par exemple, pour le matériel mobilier, le parc automobile, etc. On se rend compte également, et là aussi c'est une interrogation que l'on pose, et ça a été énoncé par l'élu en charge des finances, me semble-t-il. Il parlait de 309 000 € en investissement pour les VRD. On trouve dommage qu'on consacre que cette somme au VRD, sachant que quand on regarde, réaliser une route ou même faire un rond-point, si on n'a pas 1 million d'euros en poche, c'est quand même un peu compliqué. À titre d'exemple, le rond-point de Borel, il a coûté à lui seul environ 7 millions d'euros, et celui de Vanche 10 millions. Pourquoi proposer par exemple 250 000 € pour l'extension du cimetière, alors que ce cimetière, selon ce que vous aviez dit lors de du dernier conseil municipal, vous avez dit que le cimetière était terminé. Il y avait effectivement une question de malfaçon, d'ailleurs on ne sait pas où ça en est, mais pour quelle raison proposer, faire cette proposition nouvelle de 250 000 €? C'est dommage qu'aucun crédit n'ait été proposé à la médiathèque. C'est également dommage qu'aucun crédit n'ait été proposé pour l'opération matériel de bureau et d'informatique, notamment à l'attention à l'adresse des agents. Je regrette également qu'il n'y ait pas de restructuration du centre-bourg. Il n'y ait pas, on va dire, d'opération, du moins de crédit alloué à ce type d'opération. Et d'ailleurs, en parlant de revitalisation ou de restructuration du centre-bourg, nous sommes d'ailleurs encore en attente du projet, enfin du moins du rapport du chargé de mission. Quand on regarde, alors effectivement, j'ai vu effectivement dans les médias que vous étiez assez heureux de voir que la commune va voter son budget en équilibre. Je veux dire, encore heureux qu'on le vote en équilibre. Cependant, quand on vote au budget en équilibre, là, il est de 30 millions, et qu'on se rend compte qu'il n'y a que 6% réservé à l'investissement, c'est très peu. Sachant que quand une commune, ou du moins quand une municipalité propose un budget avec 25% en investissement, enfin du moins 25% du budget total en investissement, c'est bien. Si c'est 35%, c'est encore mieux. Si c'est 50%, c'est excellent, voire exceptionnel même. Là aujourd'hui, malgré toute la communication qui a été faite, malgré tout, en investissement, il y a encore des choses à faire. Alors c'est vrai que j'interroge même ce qu'a dit le préfet quand il parlait de bonne gestion financière. Est-ce que avoir ce ratio 6,94, est-ce que c'est considéré comme étant pour lui une bonne gestion financière? Du moins on s'interroge. Et enfin, je me permettrai de faire une petite synthèse de tout ce qui a été dit lors des derniers points, parce que je n'ai pas pris la parole. Je me suis dit, je préfère le dire, puisque dans tous les cas, ça rentre dans le cadre du budget. Vous avez, et rappelez-vous, l'an dernier, j'avais soumis effectivement cette idée, avec mes camarades, de mettre en place ce système d'adressage. Il a été, vous l'avez réalisé. Alors, vous avez dit à l'instant qu'il ne s'agissait pas d'une opération, on va dire, d'une opération politicienne, mais on est malgré tout dans l'obligation de s'interroger pour quelle raison avoir attendu 11 ans pour pouvoir mettre en place ce système d'adressage qui, effectivement, il faut le dire, est une nécessité parce qu'effectivement permet également à la collectivité d'avoir des fonds supplémentaires
d'avoir des recettes supplémentaires pour assurer donc son fonctionnement et ses investissements, du moins les investissements au niveau de la commune. Donc voilà. Donc, en somme, oui, vous avez voté un budget en équilibre, mais malgré tout ce qui est proposé, du moins la bonne majorité des éléments qui sont proposés en crédit demeurent insuffisants en investissement, d'autant plus qu'il y a énormément de choses à faire ici au Lamentin, et nous trouvons dommage qu'il y ait cet excès de communication, alors qu'en réalité, quand on regarde bien ici, parce que vous m'avez fait le petit pic la fois dernière, et c'est vrai, j'aime l'histoire. J'aime l'histoire, c'est vrai. Je suis amoureux de l'histoire. Et c'est vrai que quand on regarde un peu dans l'histoire, je me suis même amusé, je me suis amusé en fait parce que j'aime bien lire aussi, je me suis amusé en fait à exhumer, je veux dire, les différents budgets primitifs et les comptes administratifs et de gestion de 2008 à aujourd'hui, mais du moins jusqu'à 2024. Quand on regarde, vous avez parlé effectivement de retour en équilibre. Oui, là, on vote effectivement un budget en équilibre. Mais quand on regarde dans le passé, si effectivement en 2008, le budget primitif a été voté en déséquilibre, donc les données sont là, hein, c'est moins 482 000 euros, on se rend compte que par la suite, ce n'est qu'en 2016, c'est-à-dire au moment où vous êtes arrivé, je rappelle également que quand vous avez pris la mairie en 2014, vous avez voté, vous avez acté le compte de gestion et le compte administratif qui était à plus de 10 millions d'euros, voilà, 10 millions d'euros d'excédent. On se rend compte qu'en 2016, on tombe dans le négatif, puisqu'en 2016, en 2018, pardon, le BP est voté en déséquilibre à 11 millions d'euros. Le CA en 2018 est voté également en déficit, ou du moins en déséquilibre, à moins 9 millions d'euros. Le BP en 2019 est voté également en déséquilibre, à moins 4 millions d'euros. Même si effectivement il va y avoir de la part de la Chambre régionale des comptes je vais te parler de sincériser de nouveau les données, il va y avoir des modifications de données. Il en est de même pour le compte administratif de 2019, il en est de même pour le BP et le CIA de 2020, et il en est également de même jusqu'au CIA de 2023. Donc, partir d'une situation où effectivement, quand vous avez récupéré la mairie, avec une situation financière qui était saine, à passer par cette phase de, je ne veux pas appeler ça de mauvaise santé financière à aujourd'hui du moins ce que vous qualifiez d'être une bonne santé financière, ce n'est pas un exploit en fait en réalité, quand on regarde bien. Puisqu'en fait, qui a mis la commune en déséquilibre entre 2016 et 2023, c'est pas nous. Ça a été, effectivement, il faut le dire, ça a été le résultat d'une mauvaise gestion. Et aujourd'hui, vous réussissez par des opérations, etc., à faire en sorte d'arriver à l'équilibre. C'est une chose, mais ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas un exploit en soi. Voilà. Fini. Merci pour votre exposé, chers collègues. Il y a des choses qui sont dites et qui, sur le plan pédagogique, sont intéressantes à expliquer. Vous me donnez encore l'occasion de faire un peu pédagogique, d'expliquer les choses. Premièrement, le budget de la matin n'a jamais été voté en déséquilibre, quel que soit 2008, 2009 jusqu'à maintenant. Je vois madame toujours, on n'a jamais voté le budget en déséquilibre. Par contre, oui, on est arrivé à des comptes administratifs en déficit sur l'exercice. En déficit sur l'exercice dans les années 2009, etc. Oui, ici j'étais dans l'opposition à l'époque,
et je disais au maire qui était dans les études à l'époque que c'était un très mauvais signe que d'avoir un compte administratif avec un budget en déficit sur le fonctionnement. Je dis bien sur le fonctionnement. Quand une commune a, vous avez bien dit le chiffre 400 000 euros, je disais que c'était un mauvais signe. Bien que 400 000 euros, ce n'est pas une catastrophe. 400 000 euros, ça peut se récupérer l'année après si le budget revient. Je disais que c'était un mauvais signe parce que, effectivement, ça pourrait conduire la commune à entrer dans un cycle dangereux et qui pourrait mettre la commune de la Montagne en grande difficulté. C'est un cycle d'appauvrissement quand votre budget de fonctionnement, je dis bien de fonctionnement, je ne parle pas d'investissement, quand votre budget de fonctionnement est en déficit. Les efforts ont été faits et depuis tantôt, la commune de la Montagne, et depuis que nous sommes là, se fait l'effort d'avoir régulièrement un budget de fonctionnement en excédent. Le fonctionnement du budget qu'on vous propose là dégage 1,1 million en excédent. Depuis des années, nous proposons un budget en excédent en fonctionnement, un compte administratif, d'accord? Ça nous est arrivé d'avoir une année, vous l'avez dit, une année ou 2 années comme ça, où effectivement nous n'avons pas pu dégager d'excédent. Mais globalement, depuis que nous sommes là sur les 11 ans, pendant 9 ans, sur les 11 ans, nous avons dégagé des comptes administratifs avec un excédent en fonctionnement. Et quand on cumule, je reparle toujours, quand on cumule sur l'ensemble, notre budget de fonctionnement et le compte administratif sur le fonctionnement sort avec un excédent. On a toujours une offre comptable, le confirme. Donc, c'est ça la preuve de la bonne santé financière de la commune de la Montagne. Ça veut dire que c'est une commune qui, en payant son personnel, en payant son électricité, en payant son eau, en payant les petits travaux pour les écoles, etc., dégage un excédent qui ira financer les routes, qui ira financer les écoles, qui ira financer la lecture, qui ira financer le reste. Et ça, on le fait depuis plus de 9 ans. Donc, ça veut dire oui, il y a une bonne gestion de la commune de la Montagne. Ensuite, vous avez dit que, avant de revenir sur le présent, que quand je suis arrivé, j'ai trouvé 10 millions d'euros. J'ai trouvé 10 millions d'euros en trésorerie, pas en budget, en trésorerie, pas la même chose, hein? Mais après, quand on est allé chercher, l'URSSAF n'était pas payé depuis combien d'années? 4 millions d'euros d'URSSAF. Il n'est pas payé depuis combien d'années? Quand on a trouvé les dettes fournisseurs, c'est Marie Compagnie. Ça a fondu le ciel, etc. Ça a fondu comme neige au soleil. C'était l'argent des autres qui étaient là, des gens qu'on n'avait pas payés. C'était l'argent des entreprises qui n'avaient pas été payées. C'était la sécurité sociale qui n'avait pas été payée, les retraites qui n'avaient pas été payées. C'était ça. Quand on a régularisé tout ça, il ne restait plus rien. Et quand on a voulu effectivement redémarrer l'investissement, on est tombé sous la coupe de la Chambre régionale des comptes, parce que tout simplement il fallait faire les routes, parce qu'il y avait des trous partout, il fallait faire la Rougeole, parce que la Rougeole c'était une huile, il fallait faire l'éclairage, non, je ne parle même pas de l'éclairage, je ne l'ai pas vu, on l'avait financé, ça nous a rien coûté. Mais le tennis, le Mars, il fallait faire le club Arceau, c'était un trou béant, où là c'était le crapaud qui était là-dedans, etc. Plus les difficultés, bon, j'ai parlé de la chose qu'il fallait faire. Il fallait acheter le terrain pour faire l'école de Caillou, parce que l'école de Caillou, on a acheté le terrain 1,6 million. Il fallait acheter l'école de terrain, et le terrain pour faire l'école de Caillou. Il fallait faire le complexe sportif de Blachot, là c'était une win. La Montagne était en win, il ne se faisait rien à la Montagne. Je ne parle même pas des routes, des gens qui attendaient depuis 30 ans qu'on puisse faire leur route.
Donc, ensuite, le personnel. Le personnel, il fallait mettre à jour la carrière du personnel. Mettre à jour la carrière du personnel, ça nous a coûté, je crois, 2 à 3 millions d'euros, si ce n'est pas 4 millions d'euros. Mettre à jour la carrière du personnel. Aujourd'hui, tout le monde a. Pas du tout, on a manqué carrière à un retard. Mais il y avait des gens qui avaient 17 ans de retard sur leur carrière. Bon, il fallait ensuite le régime alimentaire. On avait des agents à la montagne qui n'avaient aucun régime alimentaire. Et indemnitaire, pardon. Aucun régime indemnitaire. Certains qui étaient au plafond, ceux qui collaient les affiches. Ceux qui collaient les affiches étaient au plafond. Ceux qui ne collaient pas les affiches n'avaient rien. Rien, mais rien. Une injustice sociale. Moi, je dis, je ne sais pas pour qui vous votez. Ce n'est pas mon problème. Mais il est anormal qu'il y ait du personnel qui n'ait pas un régime indemnitaire. On a donné un régime indemnitaire à tout le monde. Il n'y a pas un agent à la montagne. Aujourd'hui, peu importe qui nous a voté, il n'y a pas de problème au moins. Tout agent mérite un régime indemnitaire. Tous les agents aujourd'hui à la montagne ont un régime indemnitaire. Tous, sans exception. On peut continuer et donner encore des exemples. J'ai fait venir Canal qui est là. Je leur ai dit, regardez comment les agents travaillent à l'année. C'est pas les bons. Vous oubliez ça, moisissure sur moisissure. Odeur sur mauvaise odeur. Crise d'asthme. C'était indigne. Et vous allez rechercher les films sont sur Canal, partout. Les films, je leur ai dit, filmez ça, regardez dans quel état on fait travailler les gens. Allez voir ça maintenant. Allez voir ça maintenant. Ensuite, il y avait des agents qui travaillaient dans un couloir. Leur bureau était dans un couloir. On a fait le pôle administratif. Le pôle administratif lui-même, c'était un chantier à l'abandon. So, ouais, c'était un chantier à l'abandon. On l'a repris, on l'a refait. Regardez, là, le personnel de la montagne travaille dans des conditions qui sont, je ne dirais pas les meilleures au monde, mais qui sont dans de bien meilleures conditions que ceux qu'ils connaissaient auparavant. Et monsieur Gracchus, les 10 millions d'euros, ce n'était pas 10 millions d'euros de bonne gestion, c'était 10 millions d'euros à ne rien faire, à ne pas payer ses dettes, à ne pas payer ses fournisseurs, à laisser le personnel dans la glace, dans la moisissure, à ne pas leur donner leur dû. C'était ça. C'était ça. Vous comprenez? Et avoir un trésor là, alors que le personnel est dans la misère, la population est dans la misère, ça ne sert à rien. Ce n'est pas de la bonne gestion, ça. D'accord? Nous, aujourd'hui, on est sous la corde de règle. Oui. Je ne le cache pas, hein. La montagne est sous la corde de règle. Le préfet a dit que nous sommes bien gérés, il a raison. Parce qu'on a un budget de fonctionnement qui dégage un excédent, mais en investissement, on est sous la corde de règle. En investissement, pourquoi on est sous la corde de règle? Parce qu'on ne laisse pas l'argent dormir. Dès qu'on a 1 euro, on l'investit. Dès qu'on peut, on investit. On ne va pas laisser l'argent dormir alors qu'il y a des trous dans les routes, alors qu'il y a des écoles dont il faut faire l'étanchéité. On ne va pas laisser l'argent dormir. On investit. On est au taquet. Et il y a une équipe parlementaire, parce qu'il faut dire aussi que quand je suis arrivé ici, là, avec cette équipe-là, nous sommes arrivés. Il n'y avait pas d'encadrement à la montagne. Il devait avoir 2 ou 3 personnels de catégorie. Il n'y a aucun encadrement. Aujourd'hui, on a un encadrement de qualité. On a un personnel aujourd'hui de qualité qui administre et qui gère la commune de la montagne. Et oui, on est au taquet sur les subventions. Vous avez raison. On est au taquet sur les financements, oui. Et malgré ça, voilà, je pense qu'on pourrait, c'est ma façon de dire, qu'il faut encore faire des efforts. On peut encore récupérer encore quelques subventions par ailleurs. Il ne faut pas arrêter de continuer à être agressif en la recherche de financement. Oui, la montée aujourd'hui bénéficie énormément de soutien, énormément de financement de l'État, de la région et bientôt du département, parce que nous allons signer très prochainement avec le président qui viendra ici. Nous avons de beaux projets avec le département. Oui, nous sommes bien accompagnés. Pourquoi nous sommes bien accompagnés? Parce que nos projets sont structurés, parce que nous sommes en capacité de dégager effectivement des excédents et de mettre nos 5%, nos 10%, nos 20%, et parce que nous avons changé notre modèle de gestion. Donc, oui, aujourd'hui, la montagne est bien gérée parce que nous avons fait ce qu'il fallait faire. Le 011, vous avez raison.
quand vous dites que le 0,11 était en baisse, et que par rapport à l'an dernier, c'est bien ça. C'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il est en augmentation par rapport à l'an dernier. Vous avez raison. Mais moi, je fais un recul sur les 5 ou 6 années passées. Si on fait un recul sur les 5 ou 6 années passées, vous allez voir que nous avons gagné 1 million d'euros, et je dis bien, Madame Boujot, c'est bien ça. Nous avons gagné 1 million d'euros sur le 0,11. Et je m'explique pourquoi cette année c'est plus élevé que l'an dernier. J'ai dit que nous sommes en train de chercher comment marcher en équilibre. On est en train de créer quelque chose. L'an dernier, on s'est rendu compte qu'on avait mis un 0,11 qui était trop bas. On veut le diminuer, mais on s'est rendu compte qu'il est trop bas. On l'a légèrement augmenté, mais on ne l'a pas mis au niveau où il était déjà dans les 4 ou 5 années auparavant. Donc c'est vrai, donc on a fait une petite augmentation parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait trop fouillé, on avait trop descendu. Donc oui, on se cherche, on s'améliore à ce niveau-là. Sur le niveau d'investissement que vous dites qu'il n'est qu'à 3 millions d'euros, en fait, non, le niveau d'investissement ne diminue pas. Le niveau d'investissement augmente parce qu'en fait, à ce qu'il y a là, il faut ajouter les restes à réaliser. C'est bien ça, madame. Donc, en investissement, nous sommes à près de combien? Nous sommes à 15 millions. Je ne veux pas dire de bêtises. 10 millions 6. Nous sommes à 10 millions 6, non pas à 3 millions d'euros, mais à 10 millions 6 en investissement. Parce qu'il faut ajouter les restes à réaliser. Donc, les restes à réaliser ne sont pas dans le budget dans le budget primitif. Vous allez les voir arriver au budget supplémentaire. C'est reste à réaliser. Donc, nous ne sommes pas en baisse en investissement, bien au contraire. Pour le cimetière, c'est la même chose. Les 150 000 euros du cimetière, ce n'est pas 250 000 euros pour le cimetière, c'est des 150 000 euros en plus par rapport à ceux qui avaient déjà été dépensés pour le cimetière. Donc il y a un reste à réaliser sur le cimetière. Le cimetière, c'est bien plus que les 150 000 euros. C'est 1 million, 1,6 million. Voilà, c'est 1,6 million. Le cimetière, c'est 1,6 million. Pareil pour la médiathèque, pour l'informatique. Non, mais allez voir la médiathèque, comment la médiathèque est jolie. Allez voir comment la médiathèque est jolie, allez voir comment la médiathèque est rénovée. J'ai dit à la médiathèque que samedi, on a reçu effectivement des gens de l'extérieur, que des félicitations que nous avons reçues pour nous dire que nous avons un super outil, etc. Et on n'a pas fini. Donc, il y a des investissements pour la médiathèque qui sont en reste à réaliser aussi. C'est-à-dire des investissements que nous avons déjà mis l'an dernier, qui sont là, mais que nous n'avons pas totalement consommés. Mais il y a des investissements pour la médiathèque. Et l'ACAC va encore nous accompagner. Donc, sur ça, on n'a pas fini. Pareil pour les équipements dont vous dites, effectivement, nous sommes passés de 1,5 million à 103 900 €. C'est pareil, il y a des restes à réaliser. Ces restes à réaliser vont venir augmenter effectivement les 103 000 € que nous avons pour l'instant. Vous parlez effectivement de la restructuration du groupe, la revitalisation du groupe. C'est la même logique. La revitalisation du groupe n'est pas terminée. Mais là aussi, c'est des restes à réaliser. Ce sont des budgets que nous avons déjà. Et nous continuons à restaurer le groupe. Alors, vous n'étiez pas là. Je ne sais pas pourquoi, mais M. Powell a présenté dernièrement tout le programme Petite Ville de demain et toute la restauration, enfin, la restructuration, tout le programme qu'il y a autour de Petite Ville de demain sur l'ensemble du groupe. Vous avez dit que je n'étais pas là, c'était ce projet. C'était quel jour qu'il y avait eu ce rapport? C'est le rapport de conseil électoral? Je n'ai pas la date précise, mais je me rappelle que notre collègue n'était pas là puisque j'ai fait la remarque, puisque c'était plutôt par rapport à lui qu'on faisait cette présentation. Et justement, on a remarqué que vous n'étiez pas là. C'était un conseil municipal. C'était un conseil municipal. C'était en février. Non, ça devait être au mois de... Non, ça devait être fin février, peut-être début mars. Février, c'est le jour où nous n'avons pas été convoqués au conseil. Je faudrait peut-être que je vérifie, mais... Mais dans tous les cas... Non, mais j'ai pas fini. Je vous donne la parole tout à l'heure si vous voulez. Je n'ai pas fini. Donc, on n'est pas 6% en investissement. Parce que 3 millions d'euros, ça représente, mais 10 millions d'euros, c'est pas 6%. Donc, on est à 10 millions d'euros d'investissement et non pas 3 millions d'euros. Donc, ce n'est pas 6%. L'adressage, pourquoi on a attendu 11 ans? Eh bien, tout simplement parce que la donne a changé. Je vais l'expliquer tout à l'heure. On a fait un travail
On a tout préparé concernant la descente. Tout le travail a été fait. Mais après, il fallait passer à la phase opérationnelle. Mais la phase opérationnelle, c'est un coût. On n'avait pas de budget. Aujourd'hui, il y a un dispositif qui est mis en place par l'État. Heureusement qu'on a attendu. Ça, on aurait payé, ça aurait coûté l'avancement. Aujourd'hui, l'État va tout prendre en charge. Donc, on a marché le travail est là, le travail est fait. Maintenant, on passe à la mise en place. Eh bien, on va passer à la mise en place parce qu'il y a un dispositif d'accompagnement. Et moi, personnellement, qui avait suivi ça à la Poste à l'époque, j'avais dit que les communes avaient l'accompagnement et que cet accompagnement avait disparu. Moi qui arrive comme maire, je me dis, attends, mais c'est pas nous qui allons quand même tout payer. Et heureusement, maintenant, il y a un nouveau dispositif mis en place par l'État. On va rentrer dans le dispositif qui sera pris en charge par l'État. Donc, c'est une bonne chose pour la commune de La Montagne, surtout que le travail est déjà préparé, marché. Puis, on ne peut pas juger le comme vous voulez. Mais ça, c'est notre méthode de travail. Et ça, on l'a discuté pendant longtemps, comme vous voulez. On ne va pas le faire sans la population. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ça sans la population. L'adressage, c'est l'affaire de l'amortissement, ce n'est pas l'affaire de José Sabouti, ce n'est pas l'affaire des élus seulement, c'est l'affaire de l'amortissement. On fera ça avec de l'amortissement. Je pense avoir répondu à toutes vos questions, sauf s'il en manque une ou autre. Excuse-moi. Parfait. Y a-t-il d'autres questions, collègues? S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, le budget de la ville de La Montagne est donc voté, moins 2 votes contre 3 votes contre. Merci beaucoup, collègues. En tout cas, merci pour ce budget qui est un moyen pour nous de continuer à travailler, à continuer à investir pour la ville de La Montagne. Le vote du budget, c'est toujours un moment important pour nous, comme collectivité. Monsieur le Président, oui. Je dois m'absentir, je dois partir. Je souhaiterais que soit mentionné dans le PV que je suis parti à 7 h. Et je demande également, si c'est possible dans le procès verbal, que de tous les cas, je n'aurais pas pris part au vote du point suivant concernant la semaine. Pas de souci. Le point numéro 3, contractualisation, c'est numéro 4. Contractualisation de la convention d'objectifs définissant les règles du programme pour réservation de logements locatifs sociaux du contingent de la ville de La Montagne. C'est quoi qui présente? Oui. Donc, c'est notre collègue Bruno Félicien qui a la parole. Merci, Président. Conformément aux dispositions de l'article 441-1 du Code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la loi numéro 2018-1021 du 23 novembre 2018, il est convenu la réservation de flux annuels de logements qui s'appliqueront sur le parc locatif de l'organisme implanté sur la commune. La présente convention annuelle remplace l'ensemble des conventions de réservation éventuelles conclues antérieurement entre les deux parties. La convention de réservation qui vous est proposée précise les modalités de mise en œuvre des attributions dont les flux annuels de logement exprimés en pourcentage de façon compatible avec les orientations définies en la matière et selon les territoires dans le cadre de la conférence intercommunale de logement dossier. Lorsqu'elle s'applique et les engagements souscrits dans le cadre de la convention intercommunale d'attribution CIA, lorsqu'elle existe. Cette convention de réservation porte une assiette de logement soumis à gestion en flux et l'affectation de flux annuels de proposition de logement aux réservataires, partie prenante de la présente convention, au titre des droits acquis à la date de signature de la présente convention. Le périmètre géographique concerné par la présente convention est la ville de La Montagne. La convention de réservation
de l'État contingent préfectoral pour les publics prioritaires et les fonctionnaires a été signé le 17 juillet 2024 par le préfet. Désormais, les conventions entre les bailleurs et les autres réservateurs pourront être signées. Voilà ci-dessous la convention que nous propose la Société d'économie mixte. Le Conseil est invité à se prononcer sur la signature de cette convention jointe en annexe. Le maire vous demande d'en délibérer. Y a-t-il des questions, collègues? Donc, s'il n'y a pas de questions, juste pour vous dire, en fait, cette convention, c'est une régularisation d'une pratique déjà. Nous avons signé avec la SIG. Il y a deux conseils de cela. Et dans notre volonté de faciliter l'accès au logement au Lamantinois, cette convention va nous permettre aussi d'accélérer la demande de logement. On devient aussi prioritaire que la préfecture. Parce qu'on se retrouvait bien souvent en conseil, mais comme la préfecture avait déjà sa convention signée, souvent sous des logements où nous avons parfois les dossiers équivalents, la préfecture avait la priorité sur nous parce que nous n'avions pas cette convention. Cette convention, c'est une convention qui permet au CECAS de répondre plus facilement aux attentes de nos administrés lors d'un logement ou d'un relogement. Merci. S'il n'y a pas de questions, on va passer. Oui, vas-y. Il y a quelque chose qui me gêne de la convention. Les deux partenaires ne sont pas nommés. On voit la convention, mais le modèle qui n'est pas rempli, il devait être pré-rempli. Je suis d'accord avec toi, cher collègue. On devait mettre la ville de Lamantin et la CEMAC. Donc on devait compléter pour permettre ce soir on a des délibérations par rapport à la convention et permettre de faire une réunion avec la CEMAC et ainsi que M. le maire, président de l'office du CICAS, permettre qu'on fasse cette signature et qu'on soit tout de suite opérationnel lors des prochains conseils Caliol. Le modèle de convention qu'on vote. Oui, c'est le modèle qu'on vote. Oui, est-ce que ça vaut pour la CEMAC? Non, là on vote que pour la CEMAC. On a déjà voté pour la CEMAC. Ensuite, on fera la même démarche. Nous allons reprendre la même pareil avec la SCPHL. Comme ça, la boucle sera bouclée. Ensuite, on ira sur la CEMSAMA. C'est beaucoup plus facile pour les parents. Parfois, quand on arrive en conseil, en Caléole, et si toutefois il y a, comme je disais, si toutefois il y a les deux dossiers sont équivalents, on donne la préférence à la préfecture. Donc on voulait, sous le territoire, défendre avec plus d'arguments les demandeurs de logement sous notre territoire. Voilà. Donc la collègue a raison, il faut mettre la CEMAC, il ne faut pas laisser vide. L'explication que tu donnes là, il faut mettre la CEMAC. Est-ce que ce sera légal ce que nous allons voter là du fait que... Oui, parce que quand on va... Ah, mais c'est ce que tu dis qui compte. La parole modifie le document. Oui, c'est... Le conseil municipal est, comment on dit ça, souverain. À partir du moment où tu l'as dit toi, et on est d'accord, on le vote avec la modification que tu viens de donner. Il faudra le modifier dans le sens que tu proposes. On est d'accord? Oui, tout à fait. Le réservateur, voilà, commune de la Montagne, représenté par Jocelyn Sabotier, le maire, et ensuite l'article 1, on complète la voie. Donc, évident pour, voilà. Okay. Donc, la délibération doit être conforme à la... Les collègues, dans le corps, excusez-moi, Monsieur le Président, dans le corps même de la délibération, il est dit le périmètre géographique concerné par la présente convention est ville de la Montagne. C'est vrai que tu as entièrement raison, parce que pour nous, c'est une convention, on doit avoir tout de suite les éléments précis de la convention. Merci beaucoup. Avec la modification demandée par le collègue Yann Maxime Bajazet, bien sûr, je peux apporter. S'il n'y a pas de correction, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient?
Donc adopté à l'unanimité en votant la modification. C'est la demande aussi de M. Clark, puisqu'il dit qu'il ne connaît pas. Mais ce que M. Clark a dit, c'est à partir du moment où il n'est pas là, on va pas. Il n'est pas dans ce que le dit, ça se fait automatiquement. Voilà, il n'est pas là, automatiquement. Mais non, il n'est pas présent. Non, à l'unanimité des présidents. Mais oui, bien sûr. Ça, c'est systématique. Non, on ne fait pas voter des absents. On ne sait pas faire ça. Il a voulu le dire, on le laisse parler, mais bon. D'ailleurs, C'est juste le Le point suivant, qui est le point numéro 5. Subvention exceptionnelle à l'association MGRIS pour l'organisation de la deuxième édition du championnat international de motocross. C'est la présentation. Merci Président, bonsoir à tous. Afin de promouvoir le développement des activités physiques, sportives et culturelles, la ville de Lamentin apporte des aides aux associations et clubs locaux par le biais d'aides diverses. Mise à disposition de personnel, d'installations et de matériel, mais également à travers de différents concours financiers, subventions de fonctionnement exceptionnelles, spécifiques. Aussi, il est proposé au conseil municipal d'allouer une subvention exceptionnelle à l'association MG RAS. Pour sceller ce partenariat, la ville a décidé d'établir une convention d'objectifs fixant clairement les engagements des deux parties, l'une envers l'autre. Ce contrat permettra d'avoir un partenariat direct avec les collectivités et un engagement des partenaires. Pour la mise en œuvre de la manifestation pour laquelle il a été conclu. Le montant devant être attribué à l'association citée ci-dessus s'élève à 54 000 €. Cette subvention est accordée dans le cadre de l'organisation de la remise et la remise de récompenses de la deuxième édition du championnat international de motocross, prévu le samedi 3 et dimanche 4 mai 2025. Cet événement est organisé par l'association MG RAS en collaboration avec l'association Motoclub de Lamentin en partenariat avec la ville de Lamentin. Le président propose à l'Assemblée de délibérer sur l'octroi de la subvention exceptionnelle à l'association MG RAS pour l'aide à l'organisation de ce championnat. Le maire vous demande un délibéré. Il faut savoir que ce championnat a lieu sur le territoire de Lamentin. C'est la deuxième édition et c'est à Maryland, c'est ça, aussi. Le motocross de Maryland. C'est des questions pour l'aide. S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote qui est contre, qui s'abstient. Donc adopté à l'unanimité des présents. En tout cas, cette manifestation, je vous invite tous à y aller, à la suivre. Quand la commune de Lamentin finance à cette hauteur la manifestation, nous avons le devoir d'être présents, mais nous allons aussi négocier et discuter avec les organisateurs pour réserver une belle place, bien sûr, aux élus de Lamentin et de l'arrondissement sur cette manifestation qui va faire rayonner Lamentin. D'accord? Donc, merci à l'équipe du sport, à toute l'équipe du sport et des associations, d'accord? Le collègue Foncillon, le collègue Olivier Moulin et tous ceux qui ont travaillé autour du sport et de la vie associative pour arriver à de belles manifestations comme ça sur la ville de Lamentin. Je pense qu'on a fini, c'est ça? Oui. On a fini. Merci pour. Alors,
c'est la semaine 7. Et après semaine 7, c'est aussi la Pâque. Faites attention, soyez prudents. Vous avez vu encore la route n'arrête pas de tuer. C'est pas la route qui tue. C'est pas la route. Je parle. Voilà, ce sont des jeux qui meurent sur la route. Et 14 décès. Nous sommes au 4e mois de l'année. C'est quand même énorme. 14 décès sur la route, c'est quand même énorme. C'est beaucoup. Sans ajouter, bien sûr, les homicides. Notre département est quand même un département. On meurt trop de morts accidentelles. Et il faut toujours mourir un jour. Mais essayons de faire en sorte que la mort soit naturelle et non pas accidentelle. Autant de morts accidentelles qu'on a, c'est quand même malheureux. Merci. Non, soyez prudents. Merci.